Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire. J'accueille les entrepreneurs et les dirigeants pour parler des dessous de leur carrière. L'intention de ce podcast, c'est de parler de l'impact d'une carrière sur le premier cercle de relations et comment on deal avec la solitude de l'entrepreneur. La phase B du succès, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit Simon Delannoy. J'ai presque envie de dire philo-coach, consultant en Ouais. philosophie. Mhm. On peut dire ça, ouais. Comment tu le définis ton métier aujourd'hui? Je l'ai vraiment inventé dans la mesure où une des plus grandes questions que j'ai et que j'ai encore, c'est que je viens passer de, pas dire de philosophe, mais j'ai un parcours universitaire en philosophie. Pour faire pompeux, j'ai un master recherche en philosophie de l'esprit, dans lequel je faisais des recherches sur le transhumanisme et la connaissance. C'était comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Et en fait, à travers ça, c'était bien sympa. Après, je l'ai enseigné et je fais des grands raccourcis. On viendra peut-être après plus dans le Oui, détail. bien sûr. Mais en gros, on pourrait dire coach philosophe ou consultant en philosophie, mais pour faire très simple, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette pour les salariés, pour les aider à répondre à cette grande question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quand j'ai fait le métier que j'ai fait, mais que ça ne m'intéresse plus, que ça ne me correspond plus. Qu'est-ce que je fais de cette après-vie? Et plus pour les dirigeants, ils se posent exactement le même type de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais plus au sens de la vision de l'entreprise que j'ai. Comment je peux organiser mon existence de telle sorte à ce que ce que je vise me permette d'être en adéquation avec ce que je fais. Mais en gros, c'est le même questionnement, c'est juste que pour les dirigeants, il y a un enjeu, on va dire, parfois plus important d'un point de vue plus monétaire, s'ils ont des salariés ou des choses comme ça. Une mauvaise vision peut faire crouler ta boîte. Et pour les salariés qui veulent se reconvertir, c'est plutôt l'enjeu est plus personnel dans la mesure où ça leur permet d'avoir aussi une vie plus heureuse possible. Cool. Et alors, tu disais justement, c'est un peu tout le sujet Ouais, de la phase B. Tu sors de master recherche, ouais, tu as enseigné, et ouais. là, aujourd'hui, tu es consultant. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Et voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans cette casquette d'entrepreneur? Parce que Mhm. même si tu fais du Ouais. coaching, c'est... Ouais, ça reste de l'entrepreneuriat plus que dans la fonction publique, en tout cas comme j'ai pu l'être avant. Donc en fait, je sors de mon master recherche, tout frais, tout pimpant. J'entame une thèse, mais je n'ai pas les financements disponibles. Et du coup, je me retrouve à dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 24 ans, je crois, à l'époque. Je fais, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et je me retrouve à faire un service civique où là, j'enseigne la philo, mais à des enfants, entre 7 et 12 ans, qui est au sein d'une association. C'était super, les enfants ont besoin, en fait, de ça. Ils posent plein de questions pour une fois qu'il y a des gens qui leur disent, bah, mais c'est parce que c'est comme ça. Et qu'on leur dit, bah non, vas-y, pose cette question, demandons-nous ce qu'est l'amitié ou des choses comme ça. Mais je ne gagnais pas suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins. Du coup, je me suis retrouvé à enseigner au lycée à des adolescents ou jeunes adultes ou grands enfants, on pourrait dire, aussi, qui avaient entre 17 et 20 ans. Ça se passait aussi très bien. Ils étaient un peu moins réceptifs que les enfants, mais je peux les comprendre. À cet âge-là, moi, je me posais plus la question de qu'est-ce que je vais faire ce week-end et combien de bières je vais boire, plutôt que pense Hegel de la dialectique du maître et de l'esclave ou des choses comme ça. Et donc, c'est pas tant, parce qu'il y a beaucoup de profs qui se reconvertissent, mais qui critiquent plutôt le rapport qu'ils ont avec les élèves. Moi, je m'entendais bien avec eux. Quand j'avais 25 ans, ils en avaient 18, à peu près 18, donc il n'y avait pas une grande différence d'âge. C'était plus mes collègues qui étaient très gentils, mais affreusement morbides, au sens le lundi, c'était ah mon Dieu, c'est lundi. Ah oui, c'est le lundi, et demain, on sera mardi, tu sais. Et puis, et pas de vacances, etc., etc. Et cetera. Et le système de l'éducation nationale, où il y a vraiment un grand manque de reconnaissance de la part du métier des profs, où on est aussi chargé de l'éducation des enfants. C'est pour ça qu'on devrait plutôt s'appeler l'instruction nationale. L'éducation devrait plutôt être faite aux parents. C'est quand même eux qui voulaient des enfants, donc c'est peut-être plutôt à eux de les éduquer. Ça, c'est un autre débat. Mais ça m'a saoulé. Je voulais vraiment faire de la philo,
pour propager la bonne parole de cette discipline que tout le monde trouve chiant, alors que tout le monde en fait sans le savoir. Dès l'instant où on se pose des questions sur son avenir, sur son impact écologique, sur les choix existentiels qu'on peut faire. Devrais-je avoir des enfants ou non? Dois-je quitter mon mari, ma femme pour penser à moi? Mais en même temps, est-ce que c'est égoïste? Etc., etc. C'est des questions philosophiques. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre, je me fais un peu chier je fais pas de la philo, mais plutôt j'enseigne, et puis je fais le gendarme, et puis je corrige des copies, puis je décide de l'avenir des gens, alors que c'est à eux quand même de le définir. Est-ce que j'ai le droit de faire prépa? Est-ce que vous pensez que c'est bien, monsieur? Je n'en sais rien. Tu verras par la suite, fais-le, et on verra. Donc, je me dis, bon, je Ouais. vais extraire la philo. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu t'es retrouvé dans une posture finalement d'enseignant à enseigner quelque chose que tu adores et en même temps la façon dont tu étais obligé de le faire, ça frottait avec tes valeurs D'une certaine manière, oui. Ouais. C'était vraiment très carré, quoi. Enfin, tu vois, par rapport aux maths, où tu dis, bon, voilà, un et un font 2. Ah non, je pense que ça fait 3. Non, c'est tout. Voilà, des maths ou des propositions beaucoup plus complexes que ça. Mais juger une dissertation sur est-ce que c'est l'histoire qui fait le sens ou le sens qui fait l'histoire, déjà, c'est un sujet dont je m'en fous. Mais surtout, c'est très réducteur de dire thèse, antithèse, synthèse, etc., etc. Mm. C'est ou un commentaire de texte, le fameux truc, voyons ce qu'a voulu dire l'auteur. On n'en sait rien. C'est comme les trucs de français. L'auteur a fait une énumération pour nous signifier que on n'en sait rien. À moins de retrouver une lettre, je sais pas, d'une lettre de Balzac qui expliquait à sa cousine que effectivement il a fait ça pour ça. C'est de la pure interprétation. Ouais. Mais c'est surtout que tu te retrouves, quand tu es enseignant, tu as l'avenir d'une certaine manière des élèves entre tes mains. Est-ce qu'il a le droit de faire prépa ou pas? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non, il veut les faire ingénieur, mais vu son comportement, on lui dit que non. Ouais. Ouais, Et alors, dans la façon dont tu transmettais la philo, ce que j'entends, c'est qu'il y avait presque plus de saveur pour toi à le transmettre à des jeunes enfants avec qui il pouvait y avoir effectivement cette discussion ouverte de mhm. l'amitié, etc. Et que là, il y avait la nécessité, entre guillemets, du jugement pour rentrer les cadres de Ouais. l'éducation nationale et que, dans le fond, c'est quasiment contradictoire avec ta matière, quoi. Ouais, alors tu vois, c'est en contradiction, et ce qui était surtout en contradiction, c'est que mes collègues profs de philo Mm. enseignaient quelque chose qu'ils ne pratiquaient pas. Et en fait, pour moi, la philo, c'est plus une pratique. C'est comme ça qu'elle a été créée, hein. Je veux dire, Sophia Philé, l'amour de la sagesse, l'amour de la connaissance. Quand tu lis un texte de Sénèque ou ou même de Platon, enfin de la philosophie plus antique, même jusqu'au 19e siècle, hein, avant vraiment l'université, Hegel qui est le professeur, le symbolisme du professeur de philosophie, les gens pratiquaient ce qu'ils enseignaient. Si tu allais voir Épicure, la philosophie du jardin, le mec était dans ce qu'on appelait un jardin. C'est pas un jardin comme tu as dans ta maison, mais vraiment en mode où il acceptait hommes, femmes, parce que lui, tout le monde devait avoir accès à cette philosophie, parce que tout le monde se posait ce type de questions. Et la première question philosophique, c'était c'est quoi bien vivre? Mm. C'est du coup, il y en a qui disaient bien vivre, du coup, il faut modérer ses désirs, parce que plus on désire, moins on obtient ce qu'on a, du coup, plus on est malheureux, etc. Donc vivons en épicurien, vivons en stoïcien, vivons en pythagoricien, etc. Puis Mm. Pythagore, c'était même plus hardcore que ça, parce qu'il y avait toute une philosophie de l'alimentation, il fallait pas manger de foie de volaille, il fallait pas manger de fèves ou des choses comme ça. Pythagore enseignait, il y avait différentes strates. D'abord, tu avais on va dire les padawans, vraiment le kidam qui pouvait avoir les cours de Pythagore, mais il ne le voyait pas. Il était derrière, la légende raconte qu'il était derrière un rideau. Si tu avais fait ta profession de foi, ce qu'on pourrait appeler que ça comme ça, donc tu devenais un disciple de Pythagore, tu avais le droit de le voir. Et du coup, il fallait que tu aies un certain régime, que tu pratiques le sport, etc. Tu étais pythagoricien. Ok. Là où mes collègues profs de philo disaient, je lui ai mis 4 parce qu'il n'a pas écrit 4 pages à sa disserte. Ouais. Du coup, c'est pas bien. Il fallait écrire 8 pages ou 10. Ouais, mais tu peux écrire 10 fois le mot merde, ça reste le mot merde. Alors que
En une phrase, Nietzsche disait des fois tout. Ce qui Hmm. ne me tue pas ne me rend plus fort. Je peux faire libre à l'interprétation, mais ça, t'as pas besoin de des milliers de pages. Donc c'est ça qui me gênait, du coup. Ouais. C'était que moi, alors, pareil, je dis pas que je vis en philosophe, j'ai pas de toge, je suis pas très vieux, j'ai pas une grande barbe, mais par contre, j'applique les principes que je propose, que ce soit gratuitement ou, ou à mes clients. Hmm. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y a plein de questions, on peut faire autre chose de la philo, on peut lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse et essayer à la population de participer à une vie philosophique pour prendre son existence au sérieux et essayer de vivre le mieux possible pour quitter ce monde avec le moins de regrets possible. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux sortir la philo des carcans universitaires, de l'éducation nationale? Et c'est là que j'ai inventé, en tout cas, enfin inventé, je ne suis pas le seul à le faire, mais la philothérapie. Je disais, bah tiens, on va utiliser la psychologie à sa psychologie, la psychiatrie à sa psychiatrie, la médecine à sa médecine. On ne pourrait pas faire une forme de médecine de l'âme avec la philosophie, qui ne prendrait pas le relais sur la psychologie, parce que la philo ne peut pas non plus guérir des maladies vraiment, je sais pas, de dépression ou d'hystérie ou de délire à multiples personnalités ou des choses comme ça. Mais par contre, des questions existentielles, ai-je droit au bonheur, que faire de cette liberté, est-ce que je dois licencier ou embaucher, enfin, des choix, on va dire, cornéliens, Hmm. qui ont un impact profond sur l'existence. Donc j'ai eu les premiers clients comme ça, c'était plutôt sur des questions d'ordre de confiance en soi, pourquoi, mais au sens de est-ce que je m'autorise à être qui j'ai envie d'être. Je vais prendre juste un peu d'eau, par contre. Surpris. Puis une personne me disait, bah, mon boulot ne me plaît pas. Une deuxième, ah bah, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Une troisième, ça fait 10 ans que je suis expert comptable, moi j'ai toujours voulu être apiculteur, etc., etc. Et je n'ose pas parce que mes parents, parce que le regard des autres, parce que la peur de manquer d'argent, etc. Du coup, comme je m'étais aussi formé au marketing, je me suis dit, bah tiens, il y a quand même 30 personnes qui me font part d'un besoin, donc je vais apporter une solution. Et pardon. Et du coup, c'est comme ça que je me suis spécialisé dans la reconversion professionnelle, mais plus comme choix d'existence. Parce que en philosophie, notamment en philosophie existentielle, chez Sartre et surtout chez Heidegger, on considère qu'il y a une différence entre vivre et exister. Par exemple, mon chat qu'on ne voit pas, mais qui est occupé de rien foutre sur mon fauteuil, euh, désolé Jacob pour ça, mais tu n'existes pas au sens où se pose pas il n'a pas la capacité de conscience. Alors après, peut-être que si on fait un scanner à Jacob, du coup mon chat, on se rendra compte que si, mais cette Hmm. capacité d'existence, de se projeter en tant qu'individu, sujet de sa conscience et maître du coup on va dire, de son existence. Mon chat ne va pas vouloir faire carrière chez les chats. Il ne va pas vouloir avoir un business je sais pas, de pelote de laine ou des choses comme ça. Là où un humain va pouvoir avoir cette capacité-là. Ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, ça veut juste dire que l'un est capable d'eux et l'autre non, parce que le cerveau n'a pas la même chose. Par contre, Jacob est beaucoup plus à l'aise pour retomber sur ses pattes que des humains. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir ça comme une forme de spécisme ou quoi que ce soit, c'est juste un fait. Et du coup, dans la reconversion par rapport à l'existentialisme, on considère l'humain comme un projet de vie. Existare, en latin, c'est se tenir au-dessus des. C'est ce qui permet d'avoir un regard extérieur à la troisième personne, comme dans un jeu vidéo, sur ses choix de vie. Et la Ok. capacité de se dire, mes choix de vie m'ont amené à qui je suis maintenant et m'amèneront à qui je serai demain. Et Ok. donc, le travail, qui prend de plus en plus une part importante de notre vie, est un mode d'existence. C'est une manière d'exister. C'est pas la seule, mais c'est une manière d'exister qui a de plus en plus d'importance. La preuve en est que quand on demande qu'est-ce que tu fais, on dit je suis. On Ouais. répond à un verbe, Enfin, le libre. verbe d'être, du coup. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la réorientation professionnelle n'est pas juste changer de métier. C'est véritablement ton existence qui change, parce que tu seras la même personne. Enfin,
on se construit par, plus loin, ce que l'on fait, et Mhm. aussi par ce que l'on fait. Si je fais quelque chose, ça engendre une certaine forme d'existence, et du coup, je ne suis pas la même personne. Par exemple, si on se met au sport, on n'est plus la même personne avant qu'après s'être mis au sport. Donc, dans le fond, ce que t'accompagnes, c'est à poser le comment j'ai envie d'habiter, d'être dans ma vie. C'est ça. Et dans le monde. Ah, ouais, et dans C'est le monde. vraiment Mhm. qui ai-je, qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ce que je... Mhm. Ouais, ok. C'est ça. De quelle manière j'ai envie de vivre? Pour faire encore plus simple. Mhm. Mais là où un bilan de compétences est souvent insuffisant parce qu'on va faire le bilan de tes compétences, sauf que les compétences, ça s'acquiert. Ouais. Et à partir de tes compétences, on va te dire, bah voilà, tu as le droit de faire ça parce que tu sais le faire. Sauf que c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu as forcément envie de l'être. Et c'est pas parce que tu ne sais pas faire quelque chose maintenant que tu ne peux pas le faire plus tard. Si j'ai envie de me mettre à la peinture à l'huile, certes, maintenant, j'ai aucune compétence là-dedans, mais si je m'y mets, bah, je pourrais très bien faire de la peinture à l'huile. J'ai envie de t'amener une question, parce que c'est un échange que j'ai eu déjà avec dans les précédentes interviews, euh, de la question existentielle dans ce que j'en ai vu, ressenti, de ce que je vis pour moi et dans les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs. Il y a quelque chose dans le fond, quand je suis en train de travailler, de fabriquer Mhm. ma vie et de faire ce travail-là, je suis en train de travailler ma question existentielle. On en a tous une qui est formulée un peu Ouais. différemment pour chacun, mais dans le fond, qu'est-ce que je suis et quel sens a ma vie, quel sens je veux donner. Mhm. Voilà. Et qu'on est tous en train de tripatouiller ce truc-là pour lui donner une consistance et essayer de résoudre notre angoisse existentielle pour le coup. Ouais, Oui, complètement. C'est vraiment. Bah, ça, c'est plutôt quelque chose que je travaille avec les dirigeants, du coup, qui est la même du coup, que les salariés. Mais finalement, c'est ça où l'entrepreneuriat a cette conséquence-ci elle te met face, enfin, l'aventure entrepreneuriale te met face à tous tes vieux démons, toutes tes choses inavouées, toutes tes choses inassouvies, etc., etc. Là où le salariat ne permet pas ça, parce que du coup, dans l'entrepreneuriat, en tout cas, je n'ai pas non plus une carrière, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai pas 10 ans de carrière, mais les résultats que tu vas avoir sont corrélés Salut Jacob. sont corrélés à ta santé mentale. Hmm. Moins tu seras épanoui, plus tu auras de doutes, plus tu vas laisser tes vieux démons t'empêcher de réaliser ce que tu veux réaliser, moins tu auras les résultats que tu as envie d'avoir. Et par contre, la question du sens de la vie, etc., en fait, elle se construit au fur et à mesure. Parce qu'on peut très bien faire quelque chose pendant des années qui a du sens pour toi, mais au fur et à mesure, ça s'essouffle parce qu'on a changé, on a évolué, on n'est plus la même personne. Et du Ouais. coup, on se construit en continu et en continu. Ok, donc tu as fait d'un point de vue purement pragmatique Oui, d'un point ce de vue purement switch. pragmatique, ouais. Ça c'est comment tu as évolué de l'un à l'autre. Mhm. Et c'est-à-dire que concrètement, tu as enseigné pendant un temps et puis parce que tu as rencontré plusieurs personnes qui se posaient ce type de questions, tu as monté ton entreprise à ce moment-là? Ouais, alors d'un point de vue purement pragmatique, j'ai arrêté l'enseignement en août 2019, du coup, fin d'année scolaire. Mhm. Je me suis lancé, j'avais le droit à 2 ans de chômage. Du coup, je me dis, bon, bah, j'ai 2 ans, en 2 ans, je vais forcément réussir. Ce qui est plutôt une bonne mentalité. Je me remercie d'avoir eu cette mentalité-là. Chouette croyance soutenante, ouais. Et, et du coup, bah, comme tout le monde, on va dire, j'ai un peu galéré, parce qu'on ne te demande pas tout d'un coup, du jour au lendemain, j'avais pas de rentrée. J'avais pas on n'apprend pas l'entrepreneuriat, c'est bon, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire, à qui, etc. Donc un petit peu au petit bonheur la chance. La chance que j'avais, c'est que quand j'étais prof, j'avais commencé à vulgariser la philosophie. Donc j'avais déjà une base, euh, une communauté déjà de plusieurs milliers de personnes, ce que la plupart des entrepreneurs galèrent en fait à avoir quand ils se lancent. À Moi, j'avais démarrer. la chance de l'avoir déjà. Ok. Euh,
T'avais Et commencé, c'était ta chaîne YouTube, c'est ça? ouais, Avec ma, les... ma chaîne YouTube et mon compte Instagram avec des bandes dessinées à visée philosophique. Euh, et du coup, j'ai fait avec ma communauté ce qu'on appelle maintenant du build in public, Mm. où ils ont vécu ma transformation et de simples followers sont devenus la plupart clients. Et donc, c'est à force où c'était vraiment purement de la consultation générale en philothérapie pour ensuite devenir des programmes d'accompagnement, plutôt d'ordre professionnel, la reconversion pro, pour ensuite faire une offre. Et après, j'avais pas mal encore de blocages. C'est là où je me suis fait du coup accompagner par une personne qu'on connaît bien tous les deux. Oui. Ou Et oui, bah Jérémy oui. Coleman, on va le citer parce que c'est à Oui. peu près dans toutes mes vidéos. Donc, voilà. C'est là où j'ai rencontré donc Jérémy. J'ai suivi son accompagnement pour avoir les idées beaucoup plus claires et Mm. passer du petit, on va dire, praticien à vraiment l'entrepreneur qui a une vision entrepreneuriale, qui accepte le fait que faire de l'argent, c'est pas mal, tu peux aider les personnes et que ça a un coût, etc., etc. Vraiment asseoir, on va dire, cette casquette-ci. Mm. Et du coup, au fur et à mesure de coacher des salariés, j'avais envie de me challenger un petit peu. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas accompagner maintenant des dirigeants également. Ok. Qui fait que du coup, je connais bien le monde du salariat, ce qui permet de mieux accompagner même les dirigeants qui parfois sont complètement déconnectés de leurs collaborateurs. Ok. D'accord. Oui, tu as cette casquette-là aussi, de pouvoir du coup, les ramener à la Mhm. réalité de ce que vivent leurs... Ouais, un peu un agent double, on va dire. Quand tu as décidé de quitter l'enseignement, Mhm. c'est ta famille, tes amis, ils ont réagi comment? C'était quoi leur... Alors déjà, est-ce que tu as dans ton entourage des entrepreneurs et quand toi tu as fait ce choix-là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment ton Ouais. entourage a réagi? Alors, ma famille a été un peu surpris, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai la chance, on va dire, d'être le petit dernier. J'ai un frère et une sœur beaucoup plus âgés que moi, qui ont déjà suivi leur propre voie, et parfois, on va dire, pire aux yeux des parents. Ma sœur est comédienne et scénariste et écrivaine maintenant. Elle a sorti son deuxième livre. Euh, et mon frère, lui, est réalisateur et scénariste. Du coup, pour mes parents qui étaient, ça fait, ah mon Dieu, ils avaient déjà vécu ça. Et mes parents, en fait, avaient eu une entreprise dans les années 80, ils avaient une crèmerie Ok. qui n'a pas survécu, on va dire, à la montée en puissance des Auchan, Carrefour, Match et compagnie. Euh, et surtout, dans les années 80, tu bénéficiais pas d'autant de conseils maintenant pour entreprendre. Donc ils ont plutôt bien réagi. En tout cas, ils m'ont fait confiance. On me dit, bah, tu es suffisamment malin pour gagner ta vie. Et si tu es malheureux, autant faire ce que tu aimes. Ce qui est plutôt vachement bien. Mes amis, ça les a pas forcément surpris. Ça les a plus toujours les inquiétudes, genre et si ça marche pas, etc. Mais avec si ça marche pas, tu pourras toujours refaire prof. Ce qui effectivement est vrai. C'était pas si. Au pire, je refais ce que j'aimais. Enfin, ce que j'aimais. Ce qui était pas non plus une souffrance. Donc ça va. Non, c'est plus mes collègues, en fait, qui me disaient, ah bon, mais et la sécurité de l'emploi, et comment tu vas faire? Ah, moi, je pourrais pas, etc., etc. Là où, donc c'était plus ça. Mais il n'y a pas eu de véritable frein de personnes vraiment malveillantes qui ne croyaient pas en mon projet ou des choses comme ça. Mhm. Ok. Donc c'est ce que tu as reçu le plus, quoi, c'est la réaction des collègues sur la sécurité de l'emploi. Oui, voilà, sur leur propre peur, qui peut-être, à mon avis, auraient bien aimé aussi peut-être oser partir, mais qui ne l'ont pas fait. Ok. Et c'était comment pour toi cette question justement de la sécurité de l'emploi et de... J'ai, même si j'ai un grand besoin de sécurité, je me trouve suffisamment malin pour pas me laisser mourir de faim. Du coup, je me suis dit, bon, au pire, qu'est-ce qui se passe? C'est que je retourne au rectorat, Mhm. vu la pénurie de profs en plus, donc c'est pas forcément, il y a plus d'offres que de demandes. Ouais, je crois que c'est ça.
d'offres de demande. Donc, au pire, c'est pas si grave que ça. Mm. Mais surtout, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais réussir ou pas. Pour moi, c'était évident que ça fonctionne. Dans la mesure où je me suis dit, bah, je sais plus, je crois à l'époque, j'avais 4000 personnes sur Instagram. Je dis, bah, ces 4000 personnes, il y a forcément des gens qui auront besoin de moi. Ok. Donc t'es parti avec de toute façon cette croyance, je pars avec des bonnes billes et de toute façon, si jamais je me plante, retour à la Bah, qualité part sans problème et de toute façon, j'ai la croyance que ça va le faire. bah ouais, j'imaginais pas. Enfin, c'est plus, autant j'ai une vision sur le long terme, mais autant il y a des questions que je me pose où je dis, bah, je sens que je n'aurai pas la réponse maintenant de savoir si ça va marcher ou pas. Je vais plutôt me poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire en sorte que ça fonctionne. Mm. Et le jour où il faudra s'inquiéter vraiment, bah, je m'inquiéterai. Et je me suis inquiété par moments, parce que autant quand j'avais mes droits du chômage, bon, il y avait des mois plus compliqués que d'autres, ça compensait. Mais le jour où vraiment il n'y avait plus aucun droit, bah, c'est étrangement le jour où j'ai fait des meilleurs chiffres. Mm. J'ai ce type de fonctionnement, des fois, il faut que je me mette, on va dire, dans la merde pour attirer vraiment le feu sacré qui se cache quelque part ici. Parce que c'est un petit peu, j'ai toujours été comme ça. J'étais l'élève qui a révisé son bac la veille pour le lendemain, qui faisait ses DM 2 jours avant, ou même pour les examens ou des choses comme ça. Mais ça fonctionnait. Je me reposais vachement sur mes lauriers, ce qui est un défaut maintenant, pour le coup. Parce que là, quand je de très bons mois, au lieu de me dire, ah bah je pourrais encore faire mieux, je me dis, ah bah avec ça, je peux vivre autant de temps. Ce qui est pas une bonne manière de réagir, pour le coup. C'est Mais ce que nous expliquait Jérémy il y a 10 jours, en l'occurrence. voilà. Voilà. Donc, mais même encore maintenant, il y a des mois où c'est très compliqué, mais où c'est la panique à bord. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer mon loyer, etc., etc. Mais il y a toujours cette autre partie de moi qui me dit non, mais au pire, du pire, du pire, du pire, tu redeviendras prof. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a ce truc de tant que j'ai un certain confort matériel dans le fond, je suis pas inquiet et donc je me peine pas forcément en route. Dès que je Mhm. suis en danger, de toute façon, je sais que je suis assez malin pour réussir à le faire et donc tu te mets en action. Mhm. Et, et de toute façon, tu as toujours cette sécurité de au pire, je redeviens prof. Ouais. Ouais. Il y a eu des moments quand tu t'es lancé là-dedans où tu t'es senti tout seul, où tu as eu des moments où tu t'es dit, Fou, là quand même, c'est dur. C'était quoi les grandes, enfin, voilà, les grands moments où c'était difficile pour toi en fait? Bah, en fait, ce qui est vraiment difficile et les moments où tu te sens seul, c'est plutôt face à des amis ou de la famille qui veulent essayer de t'aider, essayer de comprendre, sauf que peuvent pas comprendre en fait les problématiques du monde entrepreneurial. Quand tu es en plein lancement et que voilà, tu sais pas, tu crées une offre, tu es en plein lancement, tu vois les premiers jours, il n'y a pas grand-chose, bah, tu peux l'expliquer à n'importe qui est entrepreneur, il peut comprendre, parce qu'il va dire, ah bah, c'est peut-être ton copywriting, c'est peut-être ton offre, ton positionnement, etc., etc. Donc là, tu peux avoir des billes et d'essayer de d'éclairer. Mais par contre, si tu veux en parler à ta compagne, ton mari, tes parents, ou je sais pas quoi, des fois, ils sont tellement éloignés que si c'est tu te sens seul, parce que à part ils peuvent dire, ah bah, t'as tout mon soutien. Et ce qui est gentil. C'est ce qui est gentil, mais c'est pas. Je sais pas, c'est comme moi, j'ai pas d'enfant, bah, quand quelqu'un m'explique avec, je sais pas, ah, il fait toujours pas ses nuits, bah, moi, à part lui dire, ah, bah, j'espère qu'il les fera, je ne peux pas comprendre du coup ce truc. Si Mm. je peux compatir avec cette personne-ci, mais ça ne sera jamais aussi fort, je pense en tout cas, que quelqu'un qui a des enfants et qui lui apporte son soutien parce qu'il sait ce qu'il vit. Mm. Donc c'est plus cette solitude-ci au départ, parce que De quand pas, de pas te sentir rejoint en fait dans la ouais, compréhension de ce que tu. le temps de construire, on va dire, son réseau d'amis, de connaissances, d'entrepreneurs qui, eux, partagent les mêmes choses, ou qui ont réussi ce que tu as envie de réussir, etc., etc. Mm. Mm.
C'est plus cette chose-ci, ouais. Et du coup, est-ce que ton cercle d'amis, il a évolué en composition? Tu es toujours en lien avec des gens qui étaient tes amis avant? Ça s'est passé comment ça? Ouais, il y en a que je ne vois plus du tout, parce qu'on est trop déconnectés. Ouais. D'autres que je continue de voir parce que c'est vraiment les personnes que j'ai envie de voir, mais on parle jamais de boulot, ni du leur, ni du mien, etc. Non pas que c'est un sujet tabou, mais c'est vraiment les gens que tu vois parce que tu as envie de passer un bon moment et tu te sais que tu vas passer un bon moment, ce qui n'empêche pas de parler de sujets, de difficultés ou quoi que ce soit, mais c'est ce cercle d'amis où tu peux vraiment changer les idées. Tu vas parler du dernier film, tu vas parler, je sais pas, du dernier Wes Anderson ou des choses comme ça, des discussions parfois profondes même sur des choix existentiels. Mais par contre, on va pas forcément parler ah, mon collègue il a une nouvelle voiture ou je sais pas quoi ou des choses comme ça. Cela, je les vois toujours parce qu'on s'élève mutuellement vers le haut, qu'importe nos choix de carrière. Et après, bah, tu as un cercle d'amis, d'entrepreneurs avec qui tu vas partager des choses dans l'entrepreneuriat où tu vas parler de vision, de bain froid, de choses de rituels bizarres que seules ces personnes-ci peuvent comprendre. Espèce de secte de l'entrepreneuriat. Bah, Mais c'est oui, pas, oui. Ces personnes-là qui vont comprendre ce que c'est que de foirer un lancement ou voilà. de flipper. Ouais. Ça, c'est Et qui vrai. vont t'apporter les bonnes réponses, te poser les bonnes questions. Mm. Ok. Euh, c'est ces moments où tu as vu des personnes qui se éloignaient et puis où tu as compris qu'il y avait des personnes avec qui euh, voilà, tu parlais de ces amis avec qui tu vas avoir des conversations profondes, mais où tu vas pas forcément parler de ton environnement. Mhm. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi ou t'as un moment, tu as mis de la conscience là-dessus en disant, OK, je vais faire un choix des sujets que j'adresse aux Ouais. différentes personnes. Bah, un peu des deux. Il y a des moments où c'était pas facile, mais les personnes que je vois quasiment plus, alors qu'il n'y a rien de mauvais entre nous, c'est vraiment juste parce que la vie. Ça a été difficile parce que c'est des amis de fac, parfois du lycée. Et du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez loyal. Et donc, il y avait toujours cette partie de moi qui voulait aller à ces soirées où, en gros, tu restais assis autour d'une table et tu te peintais la gueule. Mm. Et je trouvais ça triste, surtout au bout d'un moment. Et, et du coup, là, c'était plus difficile dans la mesure où il y avait à la fois la conscience de dire, bah non, moi, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres aspirations. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que ça veut dire que je les aime plus alors que j'ai rien contre eux? Est-ce que ça veut dire qu'ils m'aiment plus? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis non une fois, deux fois, trois fois, etc., etc. Comment leur dire que bah, on est trop déconnecté sans passer pour quelqu'un de pompeux ou des choses comme ça? Donc ça a été quand même difficile à la fois à prendre conscience, de se dire, bah, en fait, je ne suis plus en phase avec avec ces personnes-ci, parce que je ne suis plus en phase avec la personne que j'étais. Le Simon étudiant qui faisait toutes les soirées étudiantes, bah, il a fait son temps. Déjà, physiquement, beaucoup plus difficile. Parce que, mine de rien, j'y croyais pas, mais le cap des 25 rend beaucoup plus difficile les lendemains de soirée. Alors, les 30, encore plus pire. Mais Tu ce qui veut dirais dire. pas à mon âge. Donc, il y a aussi de ça. Et surtout, bah, tu as d'autres aspirations. Tu dis, bah ouais, mais c'est mieux, c'est moins bien, etc. Donc, ça, c'est difficile. Mais, je veux dire, mes amis de longue date, avec qui on n'est pas si éloigné que ça, parce que finalement, on fait un boulot au service de notre vie. C'est plus ça, qu'il soit salarié ou pas. C'est ce point commun qu'on a. Et du coup, il y a une forme d'éloignement des fois dans les problématiques que les gens vivent, mais du coup, ça n'empêche pas, comme je disais, de se voir, et du coup, il y a vraiment cette conscience de si je les appelle parce que ça va pas, que j'ai juste besoin de me changer les idées, ils sont là, idem pour eux. Donc il y a cette conscience-ci, mais après, il y a le fait de prendre conscience de sa propre évolution. Le Simon, il y a 4 ans, au moment où je me suis lancé, et maintenant, est diamétralement opposé.
Elle est très chouette cette formulation qui permet de sortir de cette opposition salariat, entrepreneuriat, Mhm, machin, de, euh, les gens qui mettent leur boulot au service de leur vie. mhm. Et ça peut prendre n'importe quelle forme, mais Ouais. je suis en train de choisir une façon de bosser et de vivre mon métier qui est au service de mes aspirations. Et c'est, Mhm. euh, Ouais, non, du coup, j'attrape ça. Ah, Ça me même, prend. fais donc, parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre de ah, le salariat, c'est la prison, c'est la prison. Enfin, moi, je connais des gens, ils sont très heureux, en fait, dans le salariat. Ils seraient peut-être plus heureux dans l'entrepreneuriat, mais pas forcément. Enfin, parce qu'il faut aimer, du coup, passer par toutes ces épreuves d'être mis face à ces vieux démons directement, de vouloir faire des lancements, de vouloir vendre, de faire du marketing, etc. Faut aimer. Il y en a qui, pour qui ce n'est pas, ils sont pas faits pour ça. De la même manière, il y en a qui sont pas faits pour le salariat. Je pense que s'il existait le boulot que je fais, mais en tant que salarié, mais au sens de bah, je décide de mes heures, je décide de mon montant, je décide, enfin tout ce que je décide maintenant, bah, ça ne me dérangerait pas d'être salarié. C'est juste que ça ne l'est pas actuellement. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes dans ton parcours entrepreneurial que tu as envie de partager? Sur toi, sur l'entrepreneuriat, sur ton rapport au boulot, ou sur ton rapport à la philo peut-être? Un petit peu de tout. Mon rapport, enfin, j'ai découvert des blessures que j'ai fait tout un travail thérapeutique là-dessus, justement pour les atténuer, blessures d'abandon, blessures de rejet, etc. Il y avait cette dichotomie, enfin, c'est pas vraiment une dichotomie, mais cette découverte où avant, du coup, dans le monde entrepreneurial, ce dont j'avais peur, c'est justement que les gens que j'aimais allaient s'éloigner de moi, mais qui, en fait, se retournent aussi. Parce que j'ai peur, du coup, de moi m'éloigner aussi de ces personnes-ci. D'être trop éloigné des gens que j'aime, de ma compagne, de mes parents, etc., au fur et à mesure où tu te mets à faire des trucs de retraite spirituelle ou des choses comme ça, te connecter à ta spiritualité. Et du coup, qu'il y a une forme d'éloignement, Hmm. du coup, des prises de conscience comme ça. Le, la décorrélation aussi entre c'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu auras beaucoup de résultats. C'est quand on s'en rend compte, c'est à la fois salvateur, mais tu dis, ah ouais, ça veut dire que j'ai bossé énormément pour pas grand-chose, à part mettre ma santé en danger. Toutes des choses comme ça. Et par contre, là, ce que je découvre, c'est que enseigner me manque, finalement. Alors, je ne veux pas retourner au lycée, Hmm. mais c'est vrai que j'aimerais bien remettre du coup un petit peu d'enseignement et de vrai, on va dire, sortir un petit peu des rendez-vous Zoom et Hmm. intervenir dans des entreprises ou des classes plus supérieures pour proposer une forme de lecture de la philo. Par exemple, je pense que les écoles de commerce auraient besoin justement un peu plus de philosophie pour voir un petit peu l'histoire du commerce, comment du coup les premiers explorateurs étaient aussi des entrepreneurs qui devaient faire le marketing pour, du pays dans lequel ils voulaient aller pour avoir des subventions, ce qui est mine de rien juste une levée de fonds pour une start-up maintenant. Ah, c'est une chouette façon de, ouais, de regarder les choses, hein. Ouais. C'est, en fin de compte, tout ce que l'on fait dans l'entrepreneuriat maintenant se faisait déjà depuis des milliers et des milliers d'années. Il y a eu la mode du journaling, oui, écrivez vos pensées, etc., qui est en fait une doctrine pythagoricienne, où Pythagore, dans son livre d'or, écrit, alors je ne sais plus exactement, je cite de tête, mais en gros, ne laisse pas le sommeil envahir tes paupières sans avoir repassé ta journée pour savoir ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait, là où tu as fauté, etc. Et D'accord. Le tu l'appelais. précurseur du 3 kiffs par jour, c'est le Oui, bilan. ouais. Bah, c'était vraiment ça, c'est ce qu'ils appelaient l'examen de conscience, qui était repris ensuite par la religion chrétienne et par aussi les stoïciens. Hmm. Mais c'est l'écriture de soi, enfin, on dira, du journaling, enfin, ça existe depuis très longtemps. Le lever des fonds, c'était trouver des mécènes pour subventionner des projets. On en avait parlé en off, mais le philosophe Pascal avait mis en place, alors pas tout seul, mais les premiers transports publics à Paris.
Il se faisait par calèche, de porte à porte, qui est maintenant Porte d'Italie, enfin je sais plus, je connais pas très bien Paris, mais c'est juste qu'on a tendance à crier au renouveau ou quoi que ce soit. Finalement, on fait juste la même chose depuis des milliers d'années, mais d'une manière différente, avec un autre niveau de conscience. Ouais. Et puis en le réhabillant avec oui, des concepts et des mots modernes. Mhm. Ouais, oui, oui. Alors, je dis pas ça en étant blasé ou cynique, c'est juste que les problèmes existentiels de l'humain sont juste là parce qu'on est humain, qu'on a cette capacité de conscience qui nous est propre et qu'on partage, je crois, avec quelques autres animaux. On parle beaucoup des dauphins, notamment. Mais c'est juste qu'on réinvente des choses qui ont été dites et redites et redites. Si la philosophie a plus de 2500 ans, et que le développement personnel en a peut-être entre 20 et 40, je pense qu'on se souviendra beaucoup plus longtemps de Socrate que de Tony Robbins. Avec tout le respect que je lui dois. Mais C'est vrai. En tout cas, il y aura toujours 2500 ans d'expérience supplémentaire en tout cas sur ouais. cette philosophie, quoi qu'il arrive. Ouais. Et dans 2500 ans, les gens se demanderont toujours qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que j'ai droit au bonheur, etc. Il n'y aura toujours pas la bonne réponse à ça, mais il y aura toujours des manières de se poser des questions pour avoir différentes manières de vivre. Très chouette. Euh, Alors, j'ai envie de finir par... est-ce que tu as des actualités et des choses que tu as envie de partager euh, Euh, bah, non, rien de très nouveau sous le soleil. Si ce n'est le fait peut-être si, vouloir essayer de proposer quelque chose aux entreprises pour intervenir, du coup, donnant des cours de philo alors ce serait peut-être pas la forme de cours de philo, mais peut-être faire des interventions plus dans les entreprises, déjà pour sortir de ma tanière, euh, ne pas vivre trop reclus du monde, renouer un petit peu aussi avec l'enseignement. Ouais. Mais sinon, j'ai rien de Ok. folichon. Donc, s'il y a des dirigeants d'entreprise qui sont intéressés pour introduire la philo dans leur entreprise, peuvent Mm. s'adresser à toi et tu leur fabriques un projet sur mesure. Ouais, ça, ce sera un projet qui me motive bien. Ouais. Cool. Ok. Si on veut te trouver, où est-ce qu'on te contacte le plus facilement Soit sur Instagram, @Simon Delannoy, soit sur LinkedIn, Ok. @Simon Delannoy aussi. Et le dernier truc, c'est si tu voulais entendre quelqu'un à ta place, qui tu aimerais entendre. Je pense à mon ami Jean-Charles Kurdali, Ok. le philopreneur aussi, il se fait appeler comme ça, qui justement a aussi un rapport très étroit avec la philosophie qu'il a découvert sur le tard. Ok, c'est noté. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Vous venez d'écouter la phase B du succès. Laissez-moi vos commentaires sur la page et retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet morgane-catoire.fr.